Pour plein de raisons différentes qu'on va exposer, cette question à présent, et si les jeunes se révoltaient? Une option à ne pas écarter selon Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, les jeunes en France, on parle de la France pour le coup, ont toutes les raisons d'être en colère parce qu'ils payent, ils n'ont plus accès au logement, parce qu'ils sont une forme de variable d'ajustement du marché du travail. On voit bien à la rentrée tous ces jeunes qui risquent d'être sur le carreau. Et au bout d'un moment, ça pourrait péter, comme disent certains. Oui, je crois qu'il y a plein de raisons. Alors, on va parler de la France, mais ce qu'on dit pourrait concerner énormément de pays. Alors, d'abord, premier sujet, on va commencer par le marché du travail. Hein. On a un marché du travail en France qui est extrêmement particulier. C'est ce qu'on appelle un marché d'insider dans le jargon des économistes. C'est qu'il y a des gens qui sont très protégés et qui, finalement, sont en CDI. Il y a extrêmement peu de licenciements économiques en France. Hein, c'est assez rare. Hein. Et puis, la flexibilité du marché du travail, elle se fait sur les contrats de travail courts, temporaires, comme dit l'OCDE. Donc, les CDD, les intérimaires, les intermittents de toute nature, et donc les stagiaires. Et alors, les jeunes ont évidemment une proportion des contrats de travail des jeunes très élevée dans des contrats courts. Il y a qu'un peu plus de 40% des 15-29 ans qui ont un CDI. La plupart des jeunes ont des CDD, sont stagiaires, sont alternants, sont intérimaires. Et donc, c'est eux qui font l'ajustement du marché du travail. Donc, quand ça va mal, c'est eux qui trinquent en premier. C'est le taux de chômage. Les deux taux de chômage qui montent quand ça va mal, c'est les peu qualifiés et les jeunes. Ouais. Hein, les plus vieux, qui parfois sont les deux. Qui parfois sont les deux. Les plus vieux ou les plus qualifiés ont un taux de chômage qui est extrêmement peu cyclique, en fait. Hein. Donc, le marché du travail, il est totalement segmenté entre... un marché très... Alors, quand vous parlez à un Américain ou un Anglais, il a une vision d'absence totale de flexibilité du marché du travail français. C'est très faux. Le marché du travail français, il est totalement rigide pour les 70 ou 72% de Français qui sont en CDI, et il est extrêmement flexible sur les autres. Ça n'a pas changé, parce que ce discours-là, on aurait pu le tenir il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans. Alors, ça a un tout petit peu changé avec les ordonnances travail de Muriel Pénicaud, puisqu'il y a le plafonnement, en particulier des indemnités de licenciement abusif, qui a fait un tout petit peu monter le poids des CDI, d'ailleurs, parce que les entreprises sont moins inquiètes, mais enfin, on est totalement dans le second ordre. Au premier ordre, si vous êtes qualifié en CDI, votre probabilité d'être chômeur, même dans une récession abominable, est à peu près nulle, quoi, hein. Donc, ce qui protège du chômage, c'est la qualification et le CDI. Mais les jeunes ont du mal à rentrer dans ce moule-là. On sait qu'ils enchaînent des contrats courts avant d'obtenir un CDI. Et on sait d'ailleurs, ce qui est particulier cette année, que les jeunes qui arrivent une mauvaise année sur le marché du travail souffrent pendant 10 ans, hein, plus que ceux qui arrivent une bonne année. Ouais. Donc, et là, on y est. Et là, on y est. Donc, on a ce dont on vient de parler, sera pire cette année qu'une année moyenne, quoi. Alors, le second sujet, toujours... voilà, donc emploi, on en a parlé. Donc, second sujet, c'est la question de l'éducation et de la formation, qui est évidemment liée. Ouais. Alors, vous savez que l'OCDE a fabriqué cette catégorie sympathique qui s'appelle les NEETs, ce qui veut dire no Education, No Employment, No Training, que nous, on a décidé de traduire par déscolarisés sans emploi. Donc, des jeunes qui n'ont pas fini leurs études, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fait de formation professionnelle et qui n'ont pas de travail officiellement enregistré. Quel est leur poids en France? Et alors, ça oscille entre 17 et 18% des 15-24 ans. Je ne me rends pas compte. Ça fait 150 000 jeunes, quoi. Ah oui, les fameux 150 000 qui sortent 150 000. Alors, ça ne compte... Ça, c'est NEETs. Hein. Donc, les jeunes qui ont le bac, par construction, ne sont pas dans cette catégorie, puisqu'ils ont un diplôme. Ouais. Et même s'ils abandonnent leurs études dans la première ou la seconde année de leur licence à l'université. Donc, il y en a beaucoup plus, en fait. Alors, après, il y a tous ceux qui abandonnent l'université pendant le premier cycle, hein, qui est pratiquement 60% des étudiants. Hein, et eux, ils ont un diplôme, ils ont eu le bac. Hein, donc, ils sont pas... Donc, les NEETs, ils n'ont pas le bac. Donc, ils ont arrêté le lycée. Non, mais si on élargit un petit peu justement à ceux, non pas les décrocheurs. Là, on arrive à pratiquement 300 000 par an, quoi. Hein, donc ça commence à devenir terrible, quoi. C'est presque un jeune sur deux. Et alors, les NEETs, 17-18%, c'est 2 fois et demi le niveau dans les pays normaux de l'OCDE, quoi, comme l'Allemagne, la Suède, le Japon, etc. Donc il y a un vrai sujet en France. Il y a un vrai sujet. Mais encore une fois, on a perdu cette discussion il y a quelques années. J'ai fait un travail qui est juste indicatif, hein, ça ne prétend pas être de la recherche convaincante, mais quand vous partez de ça, donc vous prenez la proportion de jeunes déscolarisés sans emploi, vous montrez que c'est corrélé à tout.
c'est corrélé au taux d'emploi de l'ensemble de la population, c'est corrélé au chômage structurel de l'ensemble de la population, c'est corrélé au gain de productivité, c'est corrélé à la robotisation des entreprises, c'est corrélé au poids de l'industrie dans l'économie. Donc quand vous loupez ça, quand vous loupez la formation des jeunes, toute la macroéconomie après se détraque. Et puis si 17% des jeunes sont inemployables, à terme, on aura 17% de chômage structurel. Hein, donc on voit bien qu'on n'est pas sorti d'affaires. Donc c'est une priorité centrale. Les NEETs, ça devrait être l'objectif central. Les banques centrales, elles ont un objectif d'inflation. Les gouvernements, ils devraient avoir un objectif de NEETs. C'est une priorité centrale des gouvernements. On ne peut pas vivre avec 17 ou 18% des jeunes qui sont inemployables. Donc l'emploi, la formation. Alors ensuite, troisièmement, l'immobilier, vous l'avez évoqué. Oui. Évidemment, l'accès à l'immobilier, plus les prix de l'immobilier montent, plus l'accès à l'immobilier est difficile. Ouais. Hein. Ça crée une inégalité intergénérationnelle énorme, la hausse des prix de l'immobilier. Il faut expliquer ça. En quoi effectivement les vieux, ils ont acheté un logement à l'époque où c'était moins cher. Et donc, quand vous faites le ratio entre les prix de l'immobilier et les salaires, ce ratio en France a augmenté de 60% depuis 2000, en 20 ans. Ça veut dire que les prix immobiliers augmentent beaucoup plus vite 60% de plus que les salaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu, vous savez, ce débat sur les règles que la Banque de France veut mettre en place, hein, en interdisant aux banques, mis en place, mais qui ne sont apparemment pas 100% suivies. Parce que ce n'est pas totalement contraignant, hein, c'est fort incitatif. Donc il ne faudrait pas faudrait pas que des jeunes s'endettent pour plus de 33% de leurs revenus, alors qu'on était monté à 40% à cause des prix de l'immobilier, sur des durées très longues. Bon, évidemment, donc ça crée, une inégalité patrimoniale, et deux, une difficulté d'accès à l'immobilier. Évidemment, quand vous cumulez contrat de travail court et prix de l'immobilier élevé, vous savez que les banques ne prêtent qu'aux salariés en contrat long. Hein, ça fait 20 ans qu'on le dit et qu'on n'a pas vraiment réglé ce problème de l'accès aux prêts. Imaginez qu'en Angleterre, que les banques ne prêtent qu'aux salariés en contrat long. Vu qu'il n'y a pas de contrat long, il n'y aurait pas beaucoup de prêts. Hein. Donc, voilà. Et puis le dernier point, c'est les retraites. Il ne faut pas rappeler une... Je reste sur l'immobilier. Donc, l'immobilier qui aujourd'hui facteur, encore une fois, d'aggravation des inégalités entre les jeunes et les vieux, avec des jeunes qui n'ont plus les moyens de se loger. Ils sont expulsés des centres-villes. Donc ils n'ont pas les emplois, ils n'ont pas la capacité à se loger. Les jeunes, ils ont des contrats courts, pour 60% d'entre eux. Ils ont du mal à rentrer dans un contrat long. 17-18% d'entre eux ont arrêté le collège ou le lycée sans aucune capacité, aucune formation, plus ceux qui arrêtent l'université avant d'avoir leur licence. Et les prix de l'immobilier flambant, puis on peut bloquer les loyers, mais à un certain moment, les loyers, ils finissent bien toujours par suivre les prix de l'immobilier, parce qu'un investisseur, il veut un rendement normal sur son investissement. Donc on ne peut pas bloquer les loyers si les prix de l'immobilier continuent à monter. Donc problème d'accès au logement, problème d'accès au centre-ville, voilà. Et pour couronner le tout, les retraites. Alors donc, comme vous savez, nous dépensons 14% du PIB dans les retraites publiques en France, alors que la moyenne de la zone euro en dehors de France est 10%. Ouais, mais c'est dur de comparer parce qu'il y a des systèmes de capitalisation dans les Non, mais même quand vous faites les retraites totales en faisant public plus privé, il reste 4 points à peu près d'écart ou 3,5 points, donc ça ne change pas grand-chose. Et donc on a ce que l'OCDE appelle retraite publique. D'ailleurs, c'est des retraites obligatoires. Hein. Donc Agirc Arrco, c'est pas l'État, mais c'est une retraite publique. Si vous voulez, hein. Donc, comme votre mutuelle santé, c'est considéré comme un prélèvement obligatoire. Hein, si vous voulez. Même si c'est privé. Alors que c'est privé. Donc les retraites d'entreprise en Allemagne, c'est des retraites publiques parce que c'est obligatoire. Ça. Et donc ça fait 4 points de PIB, et ces 4 points de PIB qui sont des impôts. C'est des impôts des jeunes. Donc c'est des impôts des jeunes. C'est l'impôt de tout le monde. Directement et C'est les impôts de tout le monde. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça a fait? Alors, essentiellement, la France a financé ça par les cotisations sociales des entreprises, qui sont curieusement 4 points de PIB plus élevés que celles des entreprises dans les autres pays de l'OCDE. Donc, vous retrouvez les 4 points de PIB. Donc, c'est quoi le rapport avec les jeunes? Le rapport avec les jeunes, c'est que si vous augmentez les cotisations sociales des entreprises, vous découragez l'emploi. Et si vous découragez l'emploi, vous avez plus de chômage des jeunes. Quoi. Donc, plus on creuse l'écart entre le poids de notre système. Et puis, de toute façon, d'un point de vue économique, c'est quoi les retraites? C'est du prélèvement sur le PIB pour le donner aux retraités. Donc, de toute façon, c'est un prélèvement sur les actifs, hein, plus largement. Et donc, dans les enquêtes, on s'aperçoit que les gens prennent un comportement de retraité autour de 50 ans.
Donc c'est pas vraiment les jeunes, c'est les moins de 50 ans contre les plus de 50 ans, en gros, quoi. Hein, mais on voit bien. Donc voilà. Donc quand même, ça fait une longue liste. Hein. Si vous ajoutez l'entrée sur le marché du travail, la nature du contrat de travail, la formation et l'employabilité, le coût de l'immobilier et le poids du système de retraite, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, évidemment, on est dans des démocraties, quoi. Je veux dire, donc le poids électoral des retraités est très important. Et puis c'est normal, quoi. Mais il faut quand même se rendre compte qu'on a quand même quelque chose qui est extrêmement inégalitaire du point de vue intergénérationnel. Là, et surtout en France, j'ai envie de dire. Alors, en France, en termes de nature du contrat de travail, pas vraiment, parce que les jeunes ont des problèmes. Vous voyez, en Allemagne, il y a les mini-jobs. Puis dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas de contrat de travail, si vous voulez. Donc, formation, ah oui, alors là, il y a France-Italie, quoi. Je veux dire, la proportion de jeunes sortis sans aucun diplôme du système scolaire. C'est pas mal français. On est quand même, c'est le record du monde, c'est France et Italie, quoi. Là, c'est vraiment terrible. Immobilier, bah oui, la France est quand même un des pays où le prix de l'immobilier a augmenté le plus vite. Hein. En Allemagne, il n'a pas augmenté, le prix de l'immobilier pratiquement, hein, depuis 20 ans. En France, ils ont doublé. Et retraite, oui, c'est le record du monde en France aussi sur le poids des retraites dans le PIB. Donc c'est quand même la France, c'est plus marqué qu'ailleurs. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci Patrick. Merci à bientôt. David. Bye.